Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose que nous commencions. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, cher Alain Rousset, Madame la présidente du Conseil départemental de Charente-Maritime, Monsieur le maire et président de La Rochelle-Aglo, Mesdames, Messieurs les élus, cher Nicolas Sauret, président délégué à la NPP, Mesdames, Messieurs les présidents des pôles territoriaux et des pays, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les directeurs, chers partenaires, Mesdames, Messieurs. Je suis au nom du conseil d'administration, du bureau de l'association et de notre équipe technique tout à fait ravie de vous accueillir à La Rochelle, ville que je découvre et dans laquelle j'aurai plaisir à revenir à titre personnel. C'est dans cette cité maritime que se tient donc cette nouvelle édition des États généraux des pôles territoriaux et des pays 2024. Avant toute chose, je tiens à remercier sincèrement nos partenaires, la ville et l'agglo de La Rochelle, le département de Charente-Maritime, la région Nouvelle-Aquitaine pour leur accueil chaleureux, leur aide précieuse, mais aussi nos fidèles partenaires que sont la NCT, la Caisse des dépôts et le CNFPT. Je voudrais également remercier les étudiants de Sciences Po de Niort et de La Rochelle qui sont présents ce matin et qui sont venus suivre nos travaux. L'organisation de ces EGPP se tient dans un contexte particulier. D'une part, un remaniement gouvernemental qui remet en cause la présence des 4 ministres qui étaient initialement annoncés, auquel s'ajoute un mouvement de révolte des agriculteurs, bloquant de nombreux axes routiers et certains de nos congressistes. Leur combat est cependant tout à fait légitime et je tiens personnellement à les assurer de tout mon soutien. L'agriculture française devrait être une priorité nationale parce que garantir notre souveraineté et notre sécurité alimentaire est essentiel. Notre association ANPP Territoire de Projet, comme vous le savez, porte un discours ambitieux et audacieux en matière de projet de territoire, en matière de concertation, de participation, dans une période de profonde mutation, que ce soit en matière écologique, mais aussi foncière, agricole, des mobilités et bien d'autres. Avec une vision à dimension stratégique, une vision à 20 ans, 30 ans, concertée et transversale. Il est indispensable que tous, élus, agents, acteurs économiques et associatifs, habitants, comprennent et s'approprient ce projet de territoire. Des changements de comportement devront s'opérer pour aller vers plus de sobriété. Et pour opérer ces changements, la pédagogie et la concertation seront de mise, comme les pratiquent rigoureusement les territoires de projet, grâce à nos agents, pour beaucoup présents ce matin, que je tiens à remercier chaleureusement. Depuis les derniers EGPP, beaucoup de chemins ont été parcourus et beaucoup de travail a été conduit. L'ANPP, vous le savez, est pleinement mobilisée pour le respect de l'esprit leader, pour le financement d'une ingénierie territoriale, pour la concertation continue, pour une vision stratégique du développement local via ce projet de territoire ambitieux. L'ANPP est réservée par rapport à la mise en œuvre du ZAN au niveau de la menace très forte que ce ZAN constitue pour les dynamiques de développement des territoires ruraux. Nous avons été également très mobilisés contre la consigne des bouteilles en plastique, totalement incompréhensible. Et nous sommes aujourd'hui mobilisés également pour un service public de rénovation de l'habitat de qualité. Tout cela n'est possible que grâce à vous, votre fidèle soutien et votre implication. C'est pourquoi je tenais à vous applaudir, vous tous, élus, agents et partenaires, qui au quotidien portez avec conviction cette ambition pour un développement local à la hauteur des défis qui nous motivent et nous obligent. Et je vous propose de vous applaudir. Merci. Nous avons choisi de placer ces États généraux sous un thème que je qualifierais d'original, mais pourtant ô combien stratégique, l'autonomie, la résilience et le bonheur local. Et parler de bonheur local à La Rochelle est opportun, puisque La Rochelle est la 5e ville où l'on vit le mieux en France. Et je ne doute pas
chers élus, que vous allez pouvoir nous apporter vos précieux conseils. Collectivement, nous avons à nous re-questionner pour remettre l'humain, le citoyen, l'habitant au cœur de nos préoccupations. Parce que nous dépensons beaucoup pour nos politiques publiques, que ce soit pour la santé, que ce soit en matière d'éducation. Et pourtant, comment expliquer que la France se place seulement à la 30e place parmi les États les plus heureux du monde, très loin derrière nos partenaires européens, la Finlande, la Suède, l'Irlande et la Suisse, qui sont les 4 premiers du classement. Beaucoup de nos concitoyens sont mécontents, et la question qui s'impose est comment faire mieux pour enrayer ce sentiment d'abandon, très ancré particulièrement dans les territoires ruraux. Il faut donc reconsidérer notre méthodologie dans la définition de nos politiques publiques, en partant des besoins primaires des habitants. Je crois que nous devons absolument sortir de cette politique descendante et partir des réalités du terrain pour redonner du sens et de l'efficacité à nos politiques publiques. Nous tous, élus, agents de la fonction publique, nous devons avoir à cœur le mieux vivre, le bien-être et le bonheur de nos concitoyens. Ces objectifs sont nobles et c'est ainsi, me semble-t-il, que nous pourrons rétablir la confiance entre les habitants et les pouvoirs publics. C'est pourquoi, parallèlement à la connaissance du PIB, indicateur de croissance économique qui aujourd'hui oriente les politiques publiques et qui indique le niveau de prospérité d'un pays, il est essentiel, me semble-t-il, d'apprécier d'autres indicateurs qui vont concourir à l'évaluation du sentiment de bonheur local des habitants. La qualité de vie, l'accompagnement des habitants, leur écoute, les infrastructures, les services, le sentiment d'appartenance, la qualité environnementale, la vitalité du tissu associatif sont des axes à valoriser. Je me réjouis que certains de nos adhérents aient déjà pris ce sujet à bras-le-corps, comme le PETR FIJAC Quercy-Vallée de la Dordogne, qui porte depuis 2022 la création, en partenariat avec des universitaires, d'un indice de bonheur local brut. C'est aussi le cas du Pays de la Thiérache ou encore du Mâconnais. Félicitations à vous pour cette approche visionnaire et inspirante. Vous apporterez à l'occasion des différentes tables rondes votre expertise et votre savoir sur les dimensions réflexives, stratégiques, opérationnelles et prospectives. Par ailleurs, dans la continuité de ces réflexions, nous vous présenterons la fresque de l'engagement local, qui se veut être un parallèle à la fresque que vous connaissez tous, la fresque du climat. Cette fresque de l'engagement local, c'est un outil de référence pour accompagner, pour sensibiliser d'une manière pédagogique tout acteur, qu'il soit public comme privé, partout en France et dans les Outre-mer, pour sensibiliser les personnes qui souhaitent s'impliquer ou qui s'impliquent déjà dans la vie de la cité. Nous en parlerons plus en détail cet après-midi. Pour conclure, eh bien, je vous remercie d'être venus nombreux ce matin, malgré les aléas du moment. Ceci témoigne parfaitement de l'intérêt que vous portez à nos territoires et à notre association. Et je voudrais vous dire tout le plaisir qui est le mien d'être avec vous pendant ces 2 journées rochelaises. Merci à vous. Je vais maintenant donner la parole à nos hôtes, que je remercie chaleureusement parce qu'encore une fois, sans eux, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Et je vais donner la parole à Monsieur le maire et président de La Rochelle Agglo, Monsieur Fontaine, si vous voulez bien nous rejoindre. Merci beaucoup de ces mots chaleureux, mesdames et messieurs les parlementaires, élus de différentes collectivités, mesdames et messieurs qui participaient à ces rencontres de travail, de vous dire le bonheur que nous avons de vous recevoir à La Rochelle. Oui, on est souvent bien classé sur un certain nombre de critères, ce qui n'est pas sans nous poser un certain nombre de difficultés, parfois d'attractivité que certains jugent parfois excessive, mais je préfère de l'attractivité à l'inverse. Alors nous sommes ici dans une salle qui s'appelle l'Auditorium Michel Crépeau, illustre prédécesseur, bien sûr parlementaire, décédé dans les conditions que l'on connaît. Et pourquoi je cite Michel, c'est que vous avez mis le bonheur dans un de vos axes de travail. Et Michel avait fait
du bonheur, l'alpha et l'oméga de sa vie politique. Et je vous invite à lire son livre, qui est rare aujourd'hui, Les chemins ardus du bonheur. Et donc ce lieu est tout à fait prédestiné pour votre travail. Vous avez mis la notion de projet au cœur de votre travail associatif. Et ici, nous avons adopté un projet sur 4 piliers. Le premier des piliers de notre projet, alors il n'y a pas d'ordre hiérarchique, je les cite, je pourrais en changer l'ordre, c'est la notion d'innovation, la notion de création. Alors ne prenons pas cette notion que comme une notion scientifique, elle est très importante avec nos universités, avec le travail de coopération que nous faisons avec la région Nouvelle-Aquitaine, mais cette notion de création, elle doit balayer tous les domaines, le domaine culturel, c'est une évidence, le domaine social. On ne préparera pas le monde de demain avec les solutions d'hier. Et donc voilà, soyons créatifs, soyons imaginatifs, osons dans le domaine de l'innovation. Le deuxième grand thème, vous avez commencé à l'aborder, c'est la notion de sobriété. Alors la notion de sobriété, elle est aussi totalement transversale. Sobriété dans les déchets. Les lois qui ont été votées, qui sont des bonnes lois, nous incitent à aller vers une sobriété en gestion de déchets. Sur la gestion de l'eau, nous avons pris ici la totalité du cycle de l'eau, de la protection de la ressource jusqu'à l'assainissement. Et bien sûr, la notion de sobriété doit être au cœur de cette démarche. Un mot sur la sobriété foncière. Vous avez évoqué la loi ZAN. On part d'une orientation qui a été fixée par la grande réunion citoyenne où les citoyens ont dit qu'il faut arrêter de consommer l'espace agricole. Les parlementaires se sont appropriés le sujet et ont fait des lois que je juge bonnes. Et puis maintenant, il faut le mettre en œuvre. Et là, il faut du courage sur le terrain. On a reçu il n'y a pas longtemps une entreprise, groupe allemand, fondation, Zeiss, qui nous a dit, voilà, on va créer 400 emplois, il nous faut un certain nombre d'hectares. On leur a dit non. Vous allez construire là où vous êtes. Ils ont dit pourquoi pas, et aujourd'hui l'usine est montée, très verticale. Alors évidemment, ça ne s'applique pas à tous les métiers, mais pour les métiers qui sont les leurs, c'est-à-dire les implants oculaires, eh bien ils ont réussi, parce qu'il y avait cette contrainte, à créer de l'emploi, beaucoup, dans une structure très peu consommatrice d'espace. Et c'est ce monde qu'il faut préparer demain, parce qu'évidemment, construire en France aujourd'hui est nécessaire, on est en crise du logement, évidemment, ça a été encore rappelé ce matin, mais je crois cette notion de sobriété foncière, elle est pour nous source de difficultés quotidiennes, parce qu'évidemment, quand on densifie les villes, ça ne se fait pas simplement. La même chose en termes de villages, de centres-bourgs. Mais je pense que ce sont des contraintes qui sont indispensables pour l'avenir de nos sociétés. Sinon, on continuera tout simplement à faire de l'étalement urbain avec toutes les conséquences que l'on peut connaître. Troisième volet, la solidarité, c'est une évidence. La solidarité, ce n'est pas une politique en tant que telle, c'est une politique qui doit s'appliquer sur toutes les politiques que nous avons. Dans un monde qui bouge, dans un monde où il y a des gagnants, nous devons faire très attention à emmener toute la population, qu'elle soit rurale ou urbaine, quelle que soit sa situation, et que toutes les politiques, que ce soit les politiques de mobilité, que ce soit les politiques d'aménagement, à chaque fois, le mot solidarité doit être un élément important pour nous. Un autre pied de notre politique, de notre projet, c'est l'esprit de partenariat. Et donc, cet esprit de partenariat dans un monde français avec des strates de collectivités, les communes, les agglos, les départements, les régions, l'État, si on ne travaille pas ensemble, on ne peut pas y arriver. Et les citoyens ne le comprendraient pas. Et donc, cet esprit de partenariat, moi je veux saluer la présence d'Alain Rousset, et j'aurais fait de même avec Sylvie Marcilly, de dire qu'ici, ça fonctionne bien. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est la moindre des choses. Mais en tout cas, les axes stratégiques que s'est donné la région et les axes stratégiques que nous nous sommes donnés ici matchent vraiment plutôt bien, ce qui nous permettra tout à l'heure d'aller inaugurer un nouveau CFA. Cette notion de partenariat doit s'appliquer aussi avec les citoyens. Je veux saluer l'initiative qu'a prise notre collègue Marie Ligonière, qui est maire de Périgny, d'avoir une forme de convention citoyenne locale, qui s'appelle notre Conseil de développement. 82 élus, 82 membres de cette convention, qui travaillent aux côtés des élus pour les orienter, les critiquer parfois, leur suggérer parfois. Cette notion de partenariat est essentielle. On doit avancer collectivement si on veut pouvoir se préparer aux défis de demain. Je ne serai pas plus long. Je veux vous souhaiter d'excellents travaux dans un monde complexe. Réfléchir, faire tourner nos ménages est quelque chose d'absolument essentiel, de confronter nos points de vue. Personne n'a de solution toute faite.
Personne n'a la vérité en lui seul. C'est par l'échange et le débat qu'on peut progresser. Très bonne journée de travail. Certains de nos collaborateurs développeront plus en détail ce que j'ai expliqué dans les tables rondes de cet après-midi. En tout cas, je veux vraiment saluer votre présence à La Rochelle. Bon séjour à La Rochelle. Travaillez bien le jour, amusez-vous la nuit. Bienvenue. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'accent que vous avez porté sur les coopérations. Je crois qu'en effet, par rapport aux défis qui sont les nôtres et qui sont multiples, eh bien, nous avons besoin de travailler ensemble et de travailler tous ensemble, tous les acteurs, quels qu'ils soient sur un territoire. Je vais maintenant donner la parole. Je dois excuser Madame Sylvie Marcilly, présidente du conseil départemental de Charente-Maritime, qui est souffrante ce matin et qui n'a pas pu nous rejoindre. Je vais donc passer la parole au président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, si vous voulez bien. Merci Madame la Présidente, Monsieur le maire de La Rochelle, président de l'Agglo, Messieurs les parlementaires, que je retrouve avec plaisir, chers collègues des territoires porteurs de projets. Je me suis posé la question en voyant votre intitulé, Madame la Présidente. Alors, je reprends mes souvenirs d'étudiants à Sciences Po, autonomie, résilience, bonheur. C'est plutôt un sujet d'ailleurs de dissertation pour l'école normale supérieure que pour Sciences Po. On a l'habitude de faire des deux parties, deux sous-parties. Sur l'autonomie, c'est un double défi. Sur la résilience, ça on sait faire. Sur le bonheur, c'est plus compliqué. Je crois qu'on doit, si je peux me permettre une petite critique, je crois qu'on doit le bien-être à nos habitants. Pouvoir prodiguer du bonheur, c'est dangereux. Je trouve que c'est dangereux. Le bonheur est individuel, familial, mais prodiguer du bonheur, moi, je ne sais pas faire. Je ne sais même pas faire arriver les trains à l'heure tout le temps, alors qu'on en a la responsabilité. Certains collègues me l'ont rappelé gentiment ce matin. Je rappelle, pour défendre ma case, que ce n'est pas la région qui opère, hein, c'est la SNCF. Voilà, c'est dit. Et la SNCF n'est pas présente ici parce qu'elle sait que quand je prends la parole, habituellement, il y a une volée de bois vert qui s'envole systématiquement. Je voudrais revenir sur le thème d'autonomie parce qu'il recouvre une réflexion sur nos institutions. Notre modèle institutionnel, hyper centralisé, n'est pas un modèle d'autonomie du tout. Je considère pour ma part que toutes les initiatives, et on le voit bien aujourd'hui, on va inaugurer avec Jean-François Fontaine tout à l'heure un CFA dont la région a décidé la reconstruction, en plus sur les filières d'avenir de la maintenance des véhicules électriques ou hybrides. Mais regardez, les missions locales, elles sont nées de la volonté des maires, des communes. Les incubateurs ou les pépinières sont nés de l'initiative et de la volonté locale. Les maisons de santé pour lutter contre la déprise médicale sont nées d'initiatives locales. Et quand je regarde toutes les initiatives, qu'elles soient de justice, sociale, économique, tout cela vient des territoires. Et donc, ce problème d'autonomie suppose aussi une réflexion en termes, d'une part, de répartition claire des compétences, pour ne pas retarder la décision publique. Prenez un exemple.
on lance une maison de santé pluridisciplinaire. Réponse efficace à la déprise. Moi, je le vois sur les territoires de Nouvelle-Aquitaine. Combien de temps faut-il pour que les financements soient regroupés? 2 ans? 3 ans? Le temps de la décision publique dans un État centralisé, et c'est le paradoxe, est beaucoup plus long et beaucoup plus cher. Parce qu'entre le moment où vous faites le premier devis et le moment où vous êtes derrière le ruban à 7 ou 8, vous avez 3, 4, 5 ans. Et donc, il y a, à l'égard de cette autonomie, une revendication profonde, hélas non reprise aujourd'hui par les grandes formations politiques de l'axe républicain, qui est totalement incompréhensible. La France, vous l'évoquiez tout à l'heure, Madame la Présidente, sur un certain nombre de positionnements dans les pays démocratiques. J'ajouterai le rapport PISA sur l'éducation. Nous sommes en queue de peloton parce que nous sommes centralisés. Mais d'un autre côté, l'autonomie suppose la responsabilité. Et quand il y a des propositions de transfert de compétences, bien sûr, il y a le problème des ressources, mais je crois qu'il faut oser. Je me suis toujours battu dans mes responsabilités pour revendiquer des compétences supplémentaires. Alors oui, parfois, il y a des contraintes. Oui, parfois, il y a des manifestations devant une mairie, un hôtel de région ou de département. Quelqu'un m'avait dit, homme d'État, que quand il y aura des manifestations devant l'hôtel de région, ça signifie que la région existera vraiment. Et d'une certaine manière, cette revendication de responsabilité est essentielle. Et il faut faire un sort sur le discours de l'appareil d'État que l'État ne serait seul capable de prodiguer l'égalité. Que veut dire l'égalité quand les services publics ont déménagé, quand on n'a pas de médecin? Ça n'a pas de sens. Il faut relire Mona Ozouf, qui est une historienne, philosophe, qui a écrit sur l'histoire du mot égalité de la Révolution à la République. En France, une fois qu'on a dit le mot égalité, on a l'impression de l'avoir réalisé. Et le pragmatisme que vous portez, que l'on porte en tant qu'élu local, dépasse largement ces débats philosophiques. Pourquoi plutôt bien-être que bonheur? Je pense profondément que, et c'est le rôle de la région dans le cadre de ses compétences, quand dans une communauté de communes, dans une commune, la région, de par ses compétences, fait que l'usine, non seulement y reste, mais se développe. Et les activités économiques, en général, que la formation, je reviens au CFA que nous allons inaugurer tout à l'heure, c'est le lycée, qui va se transformer progressivement. Nous le faisons même au cœur de la Creuse, un des plus petits départements de France. Nous avons arrêté un système de déliquescence du lycée mythique des maçons de la Creuse, le lycée de Felletin, qui perdait des élèves, donc qui perdait des profs, donc qui perdait des élèves. Et à terme, m'avait dit mon collègue du Limousin, ce lycée devra fermer. Nous y avons injecté plus de 40 millions d'euros et ce lycée est devenu le lycée phare pour la Nouvelle-Aquitaine sur la rénovation thermique des logements. Et je pourrais citer à Saintes le lycée des métiers du ferroviaire, à Blaye le lycée des métiers sur la maintenance des établissements sensibles, à La Trenne le lycée des métiers de l'aéronautique.
des lycées devenant des universités de proximité et faisant mentir la contradiction que nous avons en Nouvelle-Aquitaine, à la fois une des régions les plus upgradées en matière de réussite au bac, mais où en même temps on est en déficit sur l'accès au supérieur. Faire des lycées des universités de proximité. Parce que, et sur le médecin, et vous qui venez beaucoup de communes rurales, sur le vétérinaire. Le modèle des maisons de santé disciplinaires est un modèle efficace, mais il faudrait qu'il y ait un pilote. Là, aujourd'hui, il y a l'ARS, il y a la région, il y a le département, il y a la communauté de communes, parfois la commune. Nous sommes 5 ou 6 derrière le ruban. Il faut que cette mission soit confiée aux régions, comme dans tous les pays démocratiques. D'ailleurs, pardon de le dire, mais dans tous les pays démocratiques avec des réussites pédagogiques exceptionnelles, les régions ont la compétence de la santé et du lycée et de l'éducation. Et si je prends maintenant les différentes problématiques que nous traversons, on reste dans une opposition urbain-rural. Nous avons mis en place, nous, des contrats de pays où chaque fois il y a une ville et un territoire. J'évoquais ce matin avec les maires de la Gâtine, qui est dans le nord de la région, le fait qu'ils ont la liberté et la responsabilité de choisir les dossiers sur financement régional, sur cofinancement régional, y compris sur la gestion que nous avons des fonds européens. Nous avons décentralisé la décision de flécher les fonds européens, on appelle ça l'OS 5 dans le FEDER, de flécher auprès des élus. Après, la région joue le back-office pour sécuriser l'attribution de ces fonds. Il n'y a pas naturellement de ruissellement d'une ville, d'une agglomération, s'il n'y a pas, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Jean-François Fontaine, volonté du maire, de l'équipe municipale ou de l'équipe d'agglomération. Et c'est pour cela que le périmètre des contrats de territoire a été fixé plus largement en Nouvelle-Aquitaine pour permettre ce débat entre acteurs que vous êtes et porteurs de projets, de telle sorte que ce ruissellement puisse exister. Vous savez que la centralisation française a produit une difficulté de ruissellement entre l'agglomération parisienne et la province que nous sommes. Je l'évoquais à votre présidente, j'ai retrouvé un texte de Michel Rocard qui date de 1966, qui s'appelle « Décoloniser la province ». Il n'y a rien à en retirer. Alors peut-être ceux qui n'ont pas connu le PSU enlèveront les 3 dernières pages, mais il explique très bien, lui, inspecteur des finances, qui devait signer sous pseudonyme, qu'un État centralisé surproduit des normes. Et nous avons aujourd'hui le constat avec les manifestations des agriculteurs dans ce sens-là. Donc il faut qu'on arrive à dépasser cela. La Nouvelle-Aquitaine, 50% rural, 50% urbain, il y a ce que nous essayons de faire avec une équipe, y compris d'ailleurs d'universitaires, pour objectiver tout cela. Le deuxième débat que la région doit porter à travers le SRADET, que vous connaissez bien, qu'a évoqué votre présidente tout à l'heure, c'est le ZAN. Alors, je crois que nous sommes tous d'accord dans la défense des terres agricoles, dans la défense de la perméabilité du sol, pour éviter un étalement anarchique qu'il y a eu dans notre pays. Mais est-ce que le modèle
ne serait pas là aussi un modèle de responsabilité? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir pour arriver à une diminution de l'étalement urbain ou de l'imperméabilisation à partir des projets que vous portez sur le territoire? Comment essayer de calculer, j'allais dire, pas à l'envers, mais objectivement? Nous, à la région, nous y sommes prêts. Et les services de la région y sont prêts aussi. Et puis, il y a un troisième débat dans le désordre climatique que nous devons lever aujourd'hui et porter. Est-ce qu'on réglera le désordre climatique, le problème du réchauffement climatique, la transition environnementale et écologique, simplement par des problèmes techniques, par des solutions techniques, ou bien par ce que l'on appelle la décroissance? Est-ce qu'on est obligé de choisir ces deux voies? Et le débat actuel, que l'on entend souvent dans les assemblées, c'est cette inquiétude entre, parce qu'on ne met plus en doute, sauf quelques-uns, la cause anthropique, humaine, de nos activités sur le réchauffement climatique, qui va d'ailleurs être la première source, Madame la Présidente, de mise en cause, je ne sais pas si c'est du bonheur, mais en tout cas si c'est du bien-être. Et j'avoue que les initiatives qui sont prises ici dans l'agglomération de La Rochelle sont extrêmement passionnantes. Je prends le cas de l'agriculture et de la crise agricole que nous vivons et que vous voyez sur les territoires. Est-ce que la réponse qui doit être apportée est celle du renoncement à la transition agroécologique? Je ne pense pas. Est-ce qu'il faut laisser nos agriculteurs aller au mur avec des décisions de suppression de l'hydraulique quand il y a une canicule longue, quand la forêt de Gironde ou des Landes brûle par des ressauts du feu parce que le sol, par la canicule, est devenu sec sur 1 mètre et que le feu rejaillit parce qu'on a trop évacué l'eau à 200 mètres de là et brûle des centaines et des centaines d'hectares. Mais par contre, il faut qu'on soit capable d'y répondre. Et là, l'État a sa part. Nous avons créé en Nouvelle-Aquitaine un cluster de plus de 50 entreprises et laboratoires sur des produits alternatifs aux pesticides issus de fossiles. Qu'est-ce que nous disent les structures d'homologation au niveau national? On va analyser le projet en 2025 et on homologuera en 2030. Mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ce sont des solutions à offrir aux agriculteurs. On ne peut pas avoir des injonctions contradictoires. Si on dit on va vers l'agroécologie, alors qu'il faut qu'on pense revenus, paiement pour services environnementaux, formation, produits alternatifs. Ce qui me revient des villes et de tous ceux qui ont des responsabilités des unités de traitement et de potabilisation de l'eau, c'est que les pollutions des nappes sont infernales aujourd'hui. Et on ne peut arriver à une forme de guerre de l'eau qui existe malheureusement ici ou là. Donc, la proposition dans ces 3 débats, urbain-rural, ZAN ou projet des collectivités, solutions techniques ou décroissance, doit être dépassée. Nous devons réfléchir un pont plus loin. Et la région a un rôle fondamental, l'État aussi. Mais l'État doit être à sa place dans les grands enjeux de recherche, de normes et de transformation. Donc je suis un peu inquiet sur certaines solutions. Je suis d'accord sur la suppression des jachères, mais je pense qu'il faut que
nous ayons une politique publique qui vise le long terme, qui vise l'avenir, qui vise bien sûr pour nos agriculteurs leurs revenus, même s'il y a des différences. L'agriculture au nord de la Loire n'est pas la même que celle dans notre région. Voilà ce que je voulais évoquer. J'espère que je ne me suis pas trop éloigné, Madame la Présidente. J'ai essayé de ne pas faire un catalogue du plaisir que j'ai à soutenir le festival de Ménigout, qui est un festival sur le film ornithologique qui est assez extraordinaire, sur la relation de l'Université de La Rochelle avec tout ce qui se passe sur le territoire, notamment au défi de réduction du trait de côte ou de recul du trait de côte. Mais en tout cas, ce que j'ai essayé de faire avec mes collègues au niveau de la région, c'est d'avoir une co-construction systématique de nos politiques publiques, avec vous, bien entendu, mais aussi avec les forces de recherche dans nos universités. Nous ne savons pas travailler en France avec le potentiel scientifique de recherche de nos universités, que l'on finance d'ailleurs par ailleurs. Voilà ce petit message, ces petits messages que je voulais envoyer ce matin. Je vous souhaite un bon colloque. Merci, Monsieur le Président. Votre intervention était très intéressante et elle pourrait appeler de nombreux commentaires. En tout cas, il y a effectivement beaucoup de points que vous avez abordés que je partage. Cette notion de coopération entre territoires, mais également urbain, rural et public-privé aussi, qui est aujourd'hui trop peu utilisée, me semble-t-il. Et puis, j'entendais votre réserve sur le bonheur local. Alors, on va peut-être parler de ressenti de bonheur local. En tout cas, je pense qu'il y a énormément d'indicateurs qui contribuent à cette notion de bonheur local et qu'il faut appréhender. Et je pense aussi que c'est intéressant dans le contexte anxiogène que nous avons connu et avec la crise et au regard des crises que nous connaissons encore multiples, avec un contexte géopolitique inquiétant. Eh bien, cette idée d'évoquer le bonheur local, ça n'est pas pour éluder les problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, mais ça permet peut-être de remettre un peu d'optimisme et d'espoir, qui me semble est important. Je vais passer la parole maintenant à mon collègue Olivier Falorni. Merci Olivier. Merci beaucoup, chère Josiane, Madame la Présidente, Monsieur le maire de La Rochelle, Monsieur le Président de la région Nouvelle-Aquitaine, Mesdames et Messieurs. Je suis à mon tour très heureux de vous accueillir à La Rochelle et effectivement, les trois termes qui animent vos états généraux, autonomie, résilience et bonheur local, résonnent particulièrement à La Rochelle. Autonomie, alors vous savez, à La Rochelle, on était même allé au-delà d'autonomie, puisque au début du XVIIe siècle, La Rochelle s'était proclamée nouvelle république de La Rochelle au sein de la royauté. Alors ça nous a valu quelques désagréments, notamment un siège mené par Richelieu, et pour le coup, nous avons dû faire preuve de résilience, parce que quand vous commencez un siège à 28 000 habitants, et qu'au bout d'un an de ce siège, il n'en reste plus que 5 000 vivants, il faut avoir une certaine dose de résilience. Quant au bonheur, effectivement, nous avions eu un grand maire à La Rochelle, il s'appelait Michel Crépeau, et il avait fait du bonheur son but, son projet politique. Donc ces trois mots résonnent parfaitement sur notre territoire. Et puis c'est l'occasion pour vous, pour nous, de réfléchir ensemble à l'avenir de ces territoires. Les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux sont évidemment des éléments essentiels de notre territoire, acteurs de proximité. Vous connaissez les besoins et les réalités des habitants, vous contribuez à la cohésion sociale et territoriale, au développement économique, à la transition écologique, vous contribuez à créer des emplois, à développer l'économie locale, à améliorer la qualité de vie des habitants. Ce sont des lieux de vie, de travail, de culture, et ils doivent être en ce sens attractifs pour les habitants, pour les entreprises et les touristes. Vous y contribuez largement et je voulais vous en remercier. Deuxième point que je voulais
aborder avec vous, c'est ma conviction que ces pôles d'équilibre territoriaux et ruraux ont un très grand potentiel. Ils sont indéniablement, et peut-être encore plus à l'avenir, des moteurs de développement pour nos territoires. Alors on le sait bien, ils sont confrontés à de nombreux défis. La crise sanitaire a mis en lumière la fragilité de nos systèmes de santé et de services publics. La transition écologique, ça a été dit, nous oblige à repenser nos modes de production et de consommation. Le vieillissement de la population nous oblige à adapter nos structures sociales et économiques. Et pour relever ces défis, nous devons nous appuyer sur nos territoires. Le président de la région l'a défendu une nouvelle fois avec force. C'est pourquoi les États généraux, ces États généraux seront l'occasion de débattre des enjeux auxquels sont confrontés nos territoires et de proposer des solutions concrètes autour des 3 thèmes que nous avons évoqués, l'autonomie, la résilience et le bonheur local. Et je veux profiter de ce moment pour remercier la présidente de votre association, Josiane Corneloup, son directeur, Michael Restier, et tous ceux qui contribuent à l'organisation de ces États généraux. Alors effectivement, une des grandes questions que vous posez, c'est quelle ambition donner au bonheur local. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat de savoir si les élus ont capacité à apporter le bonheur. En tout cas, comme Alain Rousset, je pense qu'ils doivent contribuer au moins au bien vivre et au bien-être. Alors, bien vivre sur un territoire, c'est d'abord pouvoir y vivre. Ici, à La Rochelle, par exemple, nous sommes confrontés, vous le savez bien, aux thématiques de logement et à l'Assemblée nationale. Nous avons, par exemple, voté lundi une loi en faveur de la lutte contre les déséquilibres du marché locatif en zone tendue. C'est notre cas, c'est le cas d'autres territoires, et j'espère que cela contribuera à permettre à nos concitoyens de vivre où ils ont envie de vivre. Alors, pour conclure, je ne serai pas plus long, je veux simplement vous dire que les débats que vous allez organiser, ils sont particulièrement nécessaires pour tout ce qui relève des parcours de vie de nos concitoyens, des parcours de vie de nos territoires, parce qu'ils contribuent à la créativité, à l'expérimentation de nouvelles méthodes de gouvernance et, j'allais dire, une ambition donnée sur les spécificités locales, sur les besoins des habitants et sur les ressources disponibles. Vous savez, il y a quelques années, il y avait un film qui était sorti qui s'appelait « Le bonheur est dans le pré », P-R-E. Alors, c'était un film qui se passait dans ce magnifique département du Gers. Je ne sais pas s'il y a des Gersois dans la salle. Oui, il y en a. Magnifique département, qui a un seul défaut de ne pas être dans la région Nouvelle-Aquitaine. Mais à part ça, je dois avouer que ce département est sublime. Le bonheur est dans le pré. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que la réalité de nos agriculteurs, de notre agriculture, montre, s'il en est, que ça n'est pas malheureusement toujours la réalité, loin de là, et que s'il y a une certitude, c'est que le labeur est dans le pré, que parfois la douleur est dans le pré, et elle s'exprime aujourd'hui. Mais en revanche, si j'ai une conviction, si j'ai une certitude, c'est que le bonheur ou le bien-être, allez, le bonheur, il est dans le pré, P-R-E-S. Et le pré, vous y contribuez à travers votre travail de proximité au quotidien. Pour tout cela, je veux vous remercier. Je veux vous souhaiter de bons travaux, de bons états généraux. Évidemment, nous avons parlé à de multiples reprises de la nécessité de sobriété. Donc profitez bien de vos journées, profitez bien de vos nuits avec modération évidemment. Mais en tout cas, profitez bien de La Rochelle. Bons travaux à tous. Je pense notamment à nos Gersois. Hein. Vous savez, ici, on est plutôt cognac qu'Armagnac. Vous nous pardonnerez. En tout cas, très bons travaux à vous et bon passage à La Rochelle, j'espère, où vous reviendrez, comme la présidente, plus longuement. Merci à tous.
je vous propose de visualiser une petite vidéo du ministre Béchu qui, ne pouvant être là, nous a proposé de faire une petite séquence visio. Mesdames et messieurs, chers amis, je veux d'abord évidemment saluer la présidente de l'ANPP, chère Josiane Corneloup, ainsi que tous les parlementaires, présidents d'exécutifs, élus, services de l'État présents, et je sais qu'ils sont nombreux. Votre présence, à tous aujourd'hui, marque votre attachement à l'action publique locale dans sa diversité. Diversité des acteurs, diversité des territoires, diversité des pratiques que vous incarnez, toutes et tous, dans vos responsabilités. Je suis très sincèrement désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui à La Rochelle, mais je tenais à vous dire personnellement quelques mots, car ma propre histoire politique me rattache de façon très forte à vos territoires de projet. Et cet attachement, il a plusieurs sources. D'abord, comme beaucoup d'entre vous, je suis un élu municipal et j'ai été président de pôle métropolitain. Ensuite, comme beaucoup d'entre vous, je suis guidé par l'intime conviction que l'échelon de l'action, c'est l'échelon local. Il est le plus beau car il est celui qui incarne concrètement les politiques publiques, celui par lequel prennent réellement vie les projets, celui par lequel la vie de nos concitoyens change vraiment. Autrement dit, l'Association nationale des pôles territoriaux et des pays a un rôle majeur parce qu'elle représente une courroie de transmission des politiques publiques. J'aime ce mot de pays. Il décrit finalement bien ce qu'est la France, ou plutôt ce que sont les Frances, une France multiple, inattendue, dont les paysages, la nature, les traditions peuvent changer tous les 20, 30 ou 40 kilomètres. Une France bigarrée, haute en couleurs, plurielle, qui va de l'Ornois-Meusien au Faucigny-Savoyard, du Val-Espire-Roussillonnais à l'Alsace du Nord, entre Wissembourg et la Forêt Sainte de Haguenau. Bref, vous êtes, mesdames et messieurs, les héritiers et les défenseurs de cette longue et belle histoire, des terroirs, des pays français, qui retrouvent grâce à vous toute leur modernité et toute leur efficacité. Ces premiers états généraux des pôles territoriaux en sont une preuve. Et je veux féliciter la NPP pour cette initiative et cette rencontre, et pour les valeurs sur lesquelles vous vous retrouvez: stratégie territoriale, concertation locale, gouvernance partagée, innovation, expérimentation, vision de long terme. Effectivement, les projets de territoire permettent de voir loin pour faire bien, d'engager des visions prospectives sur l'avenir du territoire à horizon 20 ou 30 ans, de s'assurer d'une coordination avec toutes les forces vives qui composent ces espaces. Ils sont également un espace de création de récits, en permettant de donner un sens aux politiques publiques, de les enraciner avec une profondeur toute particulière au sein du territoire. En cela, ces projets sont la promesse d'un futur désirable autour d'une identité partagée. Ils sont la clé pour rétablir la confiance des habitants et des élus locaux. Mais concrètement, ce sont aussi des outils de cohérence qui permettent l'harmonisation des politiques publiques et des dispositifs locaux. C'est finalement le cœur de votre mission, créer du lien, créer de la complémentarité entre et avec les intercommunalités. Cette échelle à laquelle vous intervenez, c'est celle qui sera cette année au cœur de l'ambition écologique que je porte sous l'autorité du Premier ministre. 2023 a été l'année de la conception de la planification écologique pour identifier la façon de parvenir à nos objectifs de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. 2024 sera celle de son déploiement dans tous les territoires. Oh, je sais bien que vous n'avez pas attendu l'étape pour vous lancer dans la transition écologique. Mais vous allez donner vie à nos objectifs nationaux dans vos territoires. Nous allons avoir besoin de toutes les énergies pour accélérer et être au rendez-vous des engagements pris. Pour cela, nous serons à vos côtés, avec les COP régionales qui sont presque toutes lancées, qui fédèrent les acteurs dans chaque région pour avancer, avec l'amélioration des CRTE qui, je le crois profondément, doit devenir le cadre unique et pluriannuel
d'accompagnement de la mise en œuvre des projets de territoire pour accélérer la décarbonation. Je ne vais pas entrer davantage dans le détail aujourd'hui. Je veux simplement conclure ce propos en reprenant le thème de vos échanges, le développement local comme réponse aux enjeux globaux et comme levier du bonheur local. Tout est dit. Et au fond, cela résume parfaitement la politique écologique et de cohésion des territoires que nous portons. Une écologie des territoires, une écologie qui voit dans les bouleversements majeurs qui nous attendent des opportunités de développement. Je vous souhaite à tous, à toutes, un très bon travail pour ces 2 jours d'échange et bravo pour votre engagement.